Bonjour Tom Dunn. Lorsque l'on opère sur une zone maritime protégée telle que les Glénans, comment trouve-t-on un équilibre entre la préservation de l'environnement et la nécessité de générer des recettes? On pourrait le voir de plusieurs façons. Effectivement, on peut considérer qu'une zone qui est Natura 2000, qui est un site isolé, si on prend l'archipel de Glénan par exemple, est finalement une zone de contrainte. Indépendamment de ça, ça peut aussi être un outil. C'est-à-dire que finalement, c'est aussi quelque chose qui vient nourrir la réflexion sur la façon dont on opère. Et que ce qui est vraiment universel, notamment sur l'archipel des Guénans, mais qu'on va retrouver sur les autres bases. Alors là, on parle de la Bretagne, mais on va le retrouver sur l'île d'Ar, on va le retrouver sur la base de Paimpol, c'est que la fragilité du milieu, elle s'impose à tous. Et qu'on est quelque part immédiatement touché par la nécessité d'adapter notre façon de faire pour être capable d'être en cohérence avec cet environnement-là. Si on prend l'archipel par exemple, l'île de Pin-Fret, dont on est propriétaire d'à peu près 85%, c'est le plus gros site isolé en France. Donc on est autonome sur la production d'énergie, sur son stockage, sur la production d'eau, sur son traitement, donc c'est soit de l'eau saumâtre, soit de la récupération d'eau de pluie, sur l'assainissement, sur toute la logistique, donc ce qu'on va apporter sur l'île, sur le traitement des déchets, et sur une île qui peut accueillir 200, 220 personnes. Et finalement, ça répond aussi à un cheminement historique. C'est-à-dire que si on prend l'archipel des Glénans par exemple, il n'a jamais été sous cloche. Il a toujours été occupé et même façonné par une activité humaine. Donc tout l'enjeu, c'est de se dire aujourd'hui, comment on propose à la fois le plus haut niveau de confort parce qu'on a envie d'être inclusif et qu'à un moment on répond aussi à des thématiques d'accueil, d'intimité et qu'on n'est pas en train de porter un discours pour dire on est là pour se faire mal. Donc à un moment il faut que les infrastructures elles soient le plus cosy possible, mais par contre que tout ce qui est fait en termes de chauffage, d'électricité, etc., soit cohérent avec les contraintes qui sont là. Donc si je vous donne un exemple, on est passé d'hébergements collectifs où on devait avoir des dortoirs de 16 à des chambres où on est 4, c'est isolé, c'est du parquet au sol, vous avez des liseuses individuelles à LED, et pourtant vous êtes sur une île où il n'y a aucune continuité territoriale. Et ça, c'est possible, parce qu'à un moment, on adapte ce fonctionnement-là. Et ça reste aussi un outil pédagogique, c'est-à-dire qu'on ait 7 ans ou 77 ans, c'est comme les jeux Ravensburger. On va tous se poser la question, indépendamment de nos convictions, et ça va nous sembler extrêmement lisible à un moment d'adapter notre comportement à ce paysage. Il faut avoir une exploitation qui soit performante. Donc, pour nous, la performance économique, ce n'est pas une fin en soi. On n'a pas d'actionnaire, on est une association reconnue d'utilité publique. Par contre, on a cette exigence d'exploitation parce que, d'abord, c'est assurer notre indépendance, l'indépendance de notre plaidoyer, et puis c'est être en mesure d'innover sur des projets qu'on peut considérer comme des projets à impact, que ce soit de l'impact social ou de l'impact environnemental. Donc ça veut dire, voilà, ça va être effectivement sur de l'environnement et sur la transition écologique, sur l'éducation, sur l'investissement, et puis ça peut être sur des projets sociaux, le sport santé bien-être, un partenariat avec le Secours populaire français, avec le réseau d'éducation prioritaire. C'était aussi l'engagement de celles et ceux qui nous ont précédés. C'est-à-dire comment faire de ce lieu un lieu d'ouverture, un lieu d'humanisme qui ait une portée universelle, et puis qui permettent d'accueillir toutes celles et ceux qui ont envie de s'y épanouir. Alors voilà, ça demande d'être renouvelé constamment et de trouver des déclinaisons contemporaines à cet objet social, mais finalement, la performance de l'objet social, elle dépend aussi de notre performance économique et de notre capacité à innover et à proposer des déclinaisons qui sont, voilà, encore une fois, qui sont cohérentes, qui sont contemporaines, qui ont du sens et qui permettent de s'inscrire dans l'actualité. Le succès des Glénans prouve que l'on peut allier économie, environnement, social. Est-ce que vous pensez que ce modèle peut être transposé à d'autres champs du tourisme ? Certainement. Alors, certainement. Nous, on a aussi effectivement une histoire, une organisation qui repose autour de ça et qui n'a pas toujours été linéaire. Sur la question environnementale, on s'est rendu compte au début des années 2010 que finalement on avait toute une connaissance collective qui s'était complètement délitée. On reprend les publications qui étaient faites dans les courriers des Glénans des années 60, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose de puissant et de pointu sur cette connaissance. Et finalement, elle s'était délitée. Elle avait disparu. Alors on s'est
Voilà, on a recruté, il y a des ressources qui sont rentrées, on a fait rentrer une docteure en écologie, un responsable en développement durable, on s'est vraiment réapproprié cette compétence collective, ce qui est aussi un processus assez long. On l'a inscrit aussi dans le cours des Glénans, qui est vraiment l'œuvre qu'on édite avec le Seuil, qui vient finalement représenter le patrimoine immatériel des Glénans. On a ajouté ce chapitre environnement, donc d'abord pour dire que ce n'est pas quelque chose de figé, c'est aussi quelque chose qui demande un effort. Par contre, on se rend compte qu'effectivement, sur la notion de sens, y compris pour... Alors nous, on les appelle nos adhérentes et nos adhérents, mais on pourrait les appeler clients pour d'autres structures ou des structures marchandes. Oui, c'est un levier, parce qu'à un moment, si on le fait avec sincérité, et s'il y a une vraie démarche, c'est à la fois un outil pédagogique, et puis on vient aussi s'inscrire dans quelque chose, encore une fois, qui apporte du sens sur ce qu'on fait, et puis qui apporte une culture, une ouverture sur quelque chose de nouveau. Je pense que c'est très vrai pour tout ce qui est autour de la mer, parce que la mer, c'est à la fois un fabuleux espace de liberté, et c'est extrêmement important qu'il le reste, ça doit rester un espace de liberté, mais c'est un espace de liberté qui repose sur la contrainte. Mais des contraintes qui sont acceptées. Si je sors et si je vais naviguer sans avoir pris la météo, sans avoir préparé mon bateau, sans connaître l'état de la mer, sans avoir intégré les contraintes de mon équipage, je vais au carton. Ouais. À partir du moment où j'ai intégré tout ça, il peut se passer quelque chose. Donc, d'un point de vue de la citoyenneté, c'est extrêmement intéressant, d'ailleurs, voilà, que cette liberté, elle est faite aussi de contraintes qu'on accepte. Et puis, dans ces contraintes, finalement, il y a aussi cette préservation de l'environnement. On est les premiers à voir le trait de côte changer. L'archipel de Glénan, le point culminant, c'est 13 mètres, donc la montée des eaux, c'est assez présent. Et donc, s'il y a un marqueur, par exemple pour l'association des Glénans, c'est vraiment le marqueur de la transmission, voilà, d'une histoire, de compétences, et aussi la transmission de quelque chose de très physique, si on parle de cet archipel. Et là, on se rend bien compte que si on prend les prévisions centennales de la DDTM, on va peut-être avoir en tous les cas, on va être confronté à des difficultés, on les même déjà. Donc voilà, ça a un impact sur ce monde. Donc je pense que ce levier, c'est un levier qui est puissant. Et puis on voit quand même l'ensemble de la filière nautique aujourd'hui qui s'inscrit dans cette dynamique. Alors voilà, on a toutes et tous encore des efforts considérables à faire sur la façon dont on construit les bateaux, dont on les recycle, voilà, sur les usages, etc. Mais cette dynamique, elle est en cours, il n'y a plus de débat là-dessus. Donc oui, je pense que tout le monde a intégré en tous les cas que c'était un enjeu de société, et puis que ça pouvait être aussi valorisé en termes de proposition de valeur si on est dans une logique de relation à des clientes ou à des clients. La France est une grande nation de marins, la Bretagne est la première destination nautique de France et les Glénans sont une grande référence dans l'univers de l'enseignement de la voile. Selon vous, quel est l'avenir de l'activité nautique en France ? L'enjeu majeur, effectivement, on a rappelé qu'on est un grand pays maritime. Et c'est vrai, et l'histoire du nautisme en France, elle est très singulière. Si on va dans des pays latins ou dans des pays anglo-saxons, on va trouver une approche sociologique qui est extrêmement différente. On va trouver des clubs qui regroupent des propriétaires de bateaux, on est plutôt dans le domaine de l'étiquette. En France, à travers des personnages comme Moitessier, comme Tabarly, comme l'émergence de bateaux en contreplaqué, comme les Glénans y ont aussi joué un rôle majeur, on a évidemment façonné un accès à la voile et aux activités nautiques qui est plus naturel, qui est moins cloisonné qu'ailleurs. Ça, c'est vraiment très, très, très singulier. Pour autant, il reste un certain nombre de freins qui sont majeurs. Il y a des freins certainement économiques, mais il y a surtout des freins, de mon point de vue, qui sont sociologiques, sur la représentation de ce qu'est l'activité, qui a aussi tout un tas de codes qui sont assez compliqués quand on ne les connaît pas, et où on n'est pas toujours dans une disposition où on rend facile l'accès à la mer. L'enjeu, on le sait, je crois que c'est 6% des flux qui viennent en Bretagne notamment, qui vont finalement faire une activité de nautisme derrière, alors que je crois qu'ils sont presque 1 sur 2 à vouloir le faire. L'enjeu aujourd'hui, il est vraiment de faciliter cet accès-là. Et peut-être de déconstruire un certain nombre de modèles pour en construire d'autres, c'est-à-dire d'aller là aussi où sont ces flux. Je pense notamment aux ports. Les ports, on passe d'un modèle aujourd'hui de zone de stockage de bateaux
à finalement une zone de trait d'union entre la terre et la mer, où on vient aussi proposer des connaissances, de la culture, des activités, des loisirs à des gens qui utilisent le port comme un espace de loisirs, que ce soit des populations autochtones ou des flux touristiques. Et là-dedans, on a tous notre responsabilité, nous aussi. On va expérimenter, par exemple, pour l'illustrer, pour la première fois, nous, on va expérimenter de l'externat. Alors ce sera en Occitanie, ce ne sera pas en Bretagne, mais c'est la première fois, en 75 ans de Glénan, qu'on vient finalement se déplacer là où sont les gens pour leur proposer une activité et leur dire « c'est aussi fait pour vous ». C'est aussi fait pour vous et c'est facile, c'est simple et on va le faire pour autant, ce sera de grande qualité et on va être à votre écoute quand on le fait. Et voilà, je pense que l'enjeu de la filière aujourd'hui, qui est encore une fois très partagé parce que ça regroupe effectivement l'ensemble des prestataires, mais aussi toutes les industries nautiques derrière, c'est de se dire comment un grand pays maritime comme la France, qui réaffirme avec une volonté aussi d'économie bleue, et puis qui a quand même un certain nombre de fleurons dans le nautisme, peut convertir davantage de pratiquantes et de pratiquants. Et puis on revient à cette même question et à ce même équilibre. Comment on fait d'une façon une inclusion sociale sur cette thématique-là, et puis qu'on le fait de façon cohérente, responsable, durable, et puis qu'est-ce que ça s'inscrive dans quelque chose qui soit intelligent. Et là-dessus, on a un enjeu, mais je crois qu'il est partagé et que tout le monde y travaille. Alors ça prend du temps, parce que c'est aussi des changements culturels, parce que ça passe aussi par de l'innovation et de l'innovation de service, et que quand on fait de l'innovation, il faut accepter aussi de se planter de temps en temps. On est plutôt dans les logiques start-up, entrepreneuriales. Mais en tous les cas, on voit quand même beaucoup d'initiatives qui partent et qui sont très largement soutenues par les collectivités, à commencer par la région Bretagne. Et ça, effectivement, c'est intéressant. Donc il y a quelque chose à développer là-dessus qui est en train d'émerger en ce moment. Merci beaucoup, Tom Dan.